Elle voulait crier et personne ne l'entendait. La fille mulette tendait les mains comme pour attraper l'air, et la pièce restait sourde, les voix hautaines des consultants noyant ce qui ressemblait à un appel. L'odeur de désinfectant collait au mur de la chambre, les néons jetaient des plaques blanches sur les visages, et un moniteur émettait un bip régulier qui frappait comme un métronome de détresse. Lucas, un garçon pauvre en colère de volontaire, se tenait au bord du lit avec les doigts qui tremblaient du froid, de la peur et d'une certitude étrange. L'obstacle était simple et cruel, un hôpital plein de protocoles et de préjugés qui n'entendaient pas un langage différent. Je promets que ce que Lucas a vu et traduit changea tout dans la journée qui suivit. Mais pour comprendre pourquoi une fille a fallu disparaître en criant sans voix, il faut revenir 3 jours plus tôt et regarder les couloirs où l'on sert du café tiède et où les rôles sont déjà assignés. Imaginez que votre enfant tente de signaler un saignement interne et que les ordres du service le classent comme comportement enfantin. À chaque heure de silence, les chances de survie diminuaient. Le premier contact fut brut et immédiat. La chambre avait des rideaux tirés, une odeur métallique au coin du drap, le souffle court d'Emma avait des rythmes irréguliers, et Lucas vit dans la pâleur de ses ongles l'urgence d'un danger ignoré. « Elle essaye de dire quelque chose », dit Lucas à voix basse, comme si porter ces mots pouvait réveiller la pièce. Autour d'eux, infirmière Sophie ajusta une perfusion, docteur Moreau feuilletait un dossier, et docteur Lefebvre leva les yeux brièvement. Les échanges qui suivirent furent rapides et tendus. « C'est une crise comportementale », dit docteur Moreau. « Non, je crois que c'est plus », répondit Lucas. « Vous êtes volontaire ici, vous ne pouvez pas décider d'un diagnostic », dit docteur Lefebvre. « Je sais traduire des signes », dit Lucas. « Quel type de signes » demanda Sophie. « Des signes familiers, des gestes que sa mère faisait », expliqua Lucas. « Elle a des doigts qui appellent », ajouta Emma en regardant la main que Lucas tenait, et pour la première fois, son regard sembla demander quelque chose. « Montre-moi », dit docteur Dubois. En se penchant. « Elle pince la peau comme pour signaler une douleur profonde », traduisit Lucas en mimant. « Elle touche la poitrine, puis l'abdomen, ses paupières clignotent avec une cadence lente. »« C'est du mutisme sélectif ou comportemental », dit une interne, claire, incertaine. « Ce n'est pas du mutisme sélectif, dit Lucas, c'est un code pour dire que quelque chose se perd à l'intérieur. » Un examen complémentaire s'impose, dit docteur Moreau, et la phrase resta suspendue comme une promesse de secours que personne n'avait encore prononcée avec conviction. Les contrastes de tissu des rideaux, le goût amer du café oublié sur une table, le tic d'une horloge, le froissement de... Un dossier, l'air froid d'un couloir se mêla dans cette scène où la communication cassée pesait plus que l'équipement. À partir de cet instant, la caméra invisible de la mémoire suivit Lucas et Emma vers un passé qui expliquerait le présent. 3 jours avant cet incident, Lucas vivait l'ordinaire d'un garçon de 15 ans qui nettoyait les couloirs pour pouvoir rester à proximité des soins. Sa maison était une chambre sur un palier, une lumière qui venait d'un lampadaire, le silence ponctué de pas et de vaisselle. Il avait appris à repérer les signes parce qu'il était élevé par sa grand-mère Maria, qui était sourde et qui lui avait enseigné à voir la parole dans les mains. Il se souvient de l'odeur du pain chaud le dimanche, du cuir râpé d'un vieux fauteuil, du goût du bouillon offert à midi, de la texture rugueuse des pages d'un manuel scolaire qu'il n'avait jamais pu finir, de la chaleur d'un manteau prêté pour l'hiver. Son enfance avait été marquée par un incident. À 9 ans, il avait vu son petit frère s'étouffer derrière une porte et il avait frappé si fort qu'il avait décroché l'attention de tout un voisinage. Ce geste l'avait formé à agir avant qu'on ne lui donne la permission. Sa formation ne venait pas d'un institut ni d'un diplôme, mais de la nécessité de traduire pour une femme âgée qui n'avait que ses mains pour dire « je t'aime et je suis blessé ». Il avait promis à Maria, à l'oreille d'une petite chambre, que jamais plus une voix resterait sans traduction. Cette promesse l'avait poussé vers l'hôpital où il passait ses fins de journée balai à la main et attention aux gestes des autres. La perte matérielle de son quotidien le rendait attentif aux pertes invisibles des autres. Ces paragraphes d'enfance expliquent pourquoi Lucas put voir ce que les docteurs ne voyaient pas. Il avait appris un langage qui n'était pas écrit dans les protocoles. L'évolution du problème s'instaura quand des examens formels furent retardés par la bureaucratie. L'équipe évoquait un diagnostic comportemental sans demander un examen approfondi. Le service de radiologie fut sollicité tardivement. Le CT fut programmé mais éjecté par un planning serré. Et pendant ce temps, la douleur d'Emma se traduisait en gestes répétitifs. Dr Lefebvre signala que les signes pouvaient être psychosomatiques alors que l'infirmière Sophie insistait pour un scanner.
Un scanner peut montrer un saignement interne ou une complication chirurgicale, dit Dr Dubois dans un court exposé technique expliquant la procédure. Le discours technique fut précis en termes accessibles. Un CT ou scanner est un examen radiologique qui fournit des coupes du corps pour identifier hématomes, fractures invisibles et saignements internes. La description fit palpiter la pièce comme si l'on passait d'un brouillard à une fenêtre. Les personnages secondaires se succédèrent avec rôles concrets. Claire, la travailleuse sociale, fit des appels pour obtenir un interprète. Anna, la travailleuse habituelle, était en congé. Thomas, le journaliste, commençait à s'intéresser à l'histoire après qu'une VIP locale, Madame Renaud, signala des anomalies. Chaque nom agissait. Dr Moreau signa une demande officielle. Dr Lefebvre retarda. Infirmière Sophie rechercha du matériel. Claire avertit la famille d'Emma. Anna accepta finalement de venir par téléphone pour guider la communication. L'atmosphère olfactive changea. Le goût du café devint amer. La lumière se fit plus blanche. Le bruit d'une porte automatique retentit. Le tissu d'un drap froissé écrivit une urgence tactile. Des protocoles mal compris et des préjugés sociaux se disputaient la vie d'une enfant. Les séquences techniques furent écrites en phrases courtes pour que la compréhension soit immédiate. Un examen sanguin peut montrer infection. Un scanner montre saignement. Une échographie peut détecter liquide. Une endoscopie explore l'intérieur. Ces explications cherchaient à rendre accessible la technique dans un cadre humain qui craignait le pire. Le point de rupture survint quand Emma perdit connaissance pendant une visite rapide. Le moment s'étala en 2 paragraphes serrés de tension. Le bip du moniteur s'accéléra. Le visage d'Emma devint plus pâle, et Lucas sentit sous ses doigts un pouls qui ralentissait. « Appelez le bloc » cria Sophie. « On ne peut pas l'opérer sans confirmation » dit Dr Lefebvre. « Il y a un risque de saignement interne » souffla Lucas, la voix tremblante mais précise. La décision fut à prendre maintenant. Les échanges se multiplièrent, rapides et directs. « Intubation » ordonna Dr Moreau. « Anesthésie prête » répondit Dr Dubois. « Où est Anna, l'interprète » demanda Claire en graspant un téléphone. « Elle arrive par conférence » dit Thomas tout en tâtant des messages. Les mains s'affermaient autour d'Emma. La texture froide de l'instrument, l'odeur forte de l'alcool pour nettoyer, le goût de panique se mélangeant à une concentration clinique. Ce moment de tension dura quelques minutes, mais sembla une éternité. 5 sens en alerte, le bruit des bottes dans le couloir, la lumière clignotante de la machine, le son métallique d'un plateau, l'odeur du caoutchouc des gants et la sensation de main serrant une main frêle. La décision fut prise, emmenée au bloc, effectuer un examen d'urgence. La résolution immédiate arriva par une séquence d'actions précises et émotives. Au bloc opératoire, l'équipe sut qu'il fallait agir sur un saignement interne suspect. La description technique de la procédure fut expliquée en termes simples pour que chacun comprenne. Une laparotomie exploratoire consiste à ouvrir l'abdomen pour localiser une source de saignement et contrôler les vaisseaux en ayant recours à la chirurgie. Les images de la salle étaient nettes, l'acier froid, le souffle mécanique d'une ventilation, le goût salin du stress sur la langue. Lucas resta prêt, mains qui tremblaient puis qui firent, pour la première fois, Action de traduire chaque murmure entre la table et la famille. « C'est ici » dit le chirurgien en montrant une zone sombre à l'écran, la voix tendue. « On a identifié une rupture d'un petit vaisseau » expliqua Dr Moreau après l'opération, en termes accessibles. Le saignement était contenu mais imminent. Le rôle de Lucas fut reconnu dans l'immédiat. Les dialogues de remerciement furent intenses et nombreux. « Tu nous as sauvés » dit Sophie en posant la main sur son épaule. « Vous avez fait ce qu'aucun protocole n'a su faire » dit Claire. « Je n'ai fait que traduire » répondit Lucas, les yeux pleins d'un mélange d'horreur et d'apaisement. Les 5 sens accompagnaient la scène, l'odeur d'antiseptique lourde, le son étouffé des pas, la vue de couleur rouge sombre, la sensation du drap sous la main, le goût amer de l'adrénaline qui restait. Le moment fut un basculement. Une action humaine simple avait transformé une chaîne de décisions cliniques. Dans les heures qui suivirent, il y eut des conséquences et des révélations. Des documents d'archives furent consultés, des dossiers revus, et l'on découvrit que depuis des semaines, Emma avait fait des signes, interprètes comme des crises comportementales par un service surchargé. Une backstory secondaire éclata en 3 paragraphes de détails. Emma, 10 ans, avait perdu sa voix après un traumatisme. Elle était diagnostiquée avec mutisme sélectif dans un premier temps, sa mère Hélène travaillait de nuit et la famille avait peu de ressources. Le système social n'avait pas proposé d'interprète qui comprenne ces gestes particuliers.
Madame Renaud, une VIP locale, fut impliquée quand un article de Thomas releva un pattern. Anna, l'interprète, contactée tard, confessa avoir eu des listes d'attente 2 semaines pour venir sur place. Dr Lefebvre se sentit accusé et répondit par la défense, mais finit par accepter la need d'une révision des protocoles. Les noms se succéderaient. Dr Moreau prit la responsabilité morale. Dr Dubois commit à des révisions cliniques. Claire proposa un plan d'inclusion avec la municipalité. Sophie coordonna un groupe de volontaires comprenant Hugo, un autre jeune, et Maria, la grand-mère, vint témoigner. Chaque personnage fit une action concrète, organiser une réunion, écrire un rapport, contacter les médias, donner un acompte pour un projet pilote, inventer un protocole de signalisation. La révélation technique et administrative fit ressortir la fragilité d'un système qui n'écoute pas ceux qui n'ont pas voix. La transformation publique s'enchaîna ensuite. Une annonce officielle eut lieu dans le hall de l'hôpital. La salle était pleine de microclimats, appareils photo, lumière crue, écho de voix et le goût de victoire amère. Dr Moreau lut un communiqué qui promettait une fondation pour la formation à la traduction des signes et la création d'un fonds pour inclusion. Claire présenta un plan de formation pour interprètes hospitaliers. Les médias le vinrent. Thomas publia un long article. Madame Renaud offrit un soutien financier initial. Une courte séquence montra comment une pétition en ligne rassembla des signatures, comment des parents racontaient des expériences similaires, comment une ONG locale proposa des bourses. Les réponses publiques créèrent une pression sur les autorités sanitaires pour modifier les protocoles. On parla de création d'une fondation portant le nom d'Emma pour la formation, de création d'un numéro 24 heures pour signaler des besoins de traducteurs, d'intégration des volontaires comme Lucas dans des cellules de veille. Le vocabulaire technique repassa à la puissance du concret. Diagnostic repense, examen plus accessible, CT et échographie priorisées dans certains cas, inclusion écrite dans des directives. Les petits rituels de réparation furent annoncés, cours gratuits à l'hôpital, création d'un centre de récupération, bourse pour familles pauvres et une campagne de sensibilisation, voire que personne ne voit. Un moment clé survint à mi-chemin de l'histoire et c'est le moment du CTA pour la communauté. Si cette scène vous a serré le cœur, vous n'êtes pas seul. Si vous avez été témoin d'une personne qui a demandé de l'aide et qui a été ignorée, partagez en commentaire, en commençant par « J'ai vu » et décrivez brièvement ce que vous avez fait ou ce que vous auriez voulu faire. Vos témoignages nous aident à cartographier ces patterns et à comprendre combien d'histoires semblables existent. Quand vous écrivez, pensez à dire quel endroit, quelle institution et si possible comment la situation a évolué. Chaque commentaire peut devenir un élément de preuve pour ceux qui cherchent à changer les choses. La communauté ici n'est pas seulement un public, elle est un répertoire de mémoires et d'actions qui peut pousser des responsables à réagir. Maintenant, retournons à la narration pour voir comment cette pression publique se transforma en actions concrètes à court et moyen terme. L'épilogue de cette histoire se décompose en 3 moments temporels qui dessinent un avant-après mesurable. 1 mois après l'incident, Emma était hors de danger, sous surveillance et commençait une phase de récupération. Les plaies internes avaient été sutures, les examens de contrôle montraient une stabilisation et la douleur s'estompa peu à peu. Lucas venait presque chaque jour, tenant une couverture, apportant une voix que le service avait fini par reconnaître. Hélène, la mère, pouvait dormir quelques heures sans agoniser, et Maria, la grand-mère, disait que voir des gens apprendre à traduire les mains était déjà une victoire. Les nombres étaient concrets. 2 interprètes formés par la Fondation commençaient à intervenir, le service avait baissé de 40% les rapports de malentendus critiques et un budget de démarrage permit d'acheter du matériel pour la radiologie. Les sens encore accompagnaient ces scènes, la chaleur d'un rayon de soleil sur le visage d'Emma, le bruit doux d'une chaise qui se pousse, le goût du thé partagé, le froissement des feuilles d'un dossier signé. L'odeur de savon dans une douche partagée. C'était la première étape de la reconquête de la vie. À 3 mois, la transformation était tangible. La Fondation, portée par Madame Renaud et Claire, avait développé un cursus, des modules de pratique et un système de volontariat régulier. Lucas fut officiellement reconnu comme formateur associé pour les jeunes volontaires qui venaient apprendre la traduction des signes et des gestes. Les hôpitaux alentours commençaient à adopter le protocole et un rapport préliminaire montrait une baisse des erreurs de triage pour les patients non-verbaux. Dr Lefebvre prit la parole en public lors d'une conférence, admettant les erreurs et promettant des changements institutionnels. Thomas publia un dossier d'investigation qui mit en lumière des cas analogues dans d'autres régions. Les habitudes visuelles changeaient, panneaux de signalisation nouveaux, une application mobile pour signaler un besoin d'interprète et des formations pour le personnel.
Les petites victoires se multipliaient. Un nouveau centre de récupération accepta Emma pour un programme de suivi spécialisé. Claire réussit à obtenir une subvention plus solide. Et Anna coordonnait une équipe de traducteurs. Les repères sensoriels restaient présentes. La texture du nouveau tissu des uniformes, l'odeur des livres de formation, la luminosité d'une salle de classe improvisée, la sonorité d'applaudissements lors d'une remise de certificat, le goût d'un repas partagé entre équipes. À 6 mois, l'impact devint durable. La Fondation avait financé plusieurs projets pilotes de prévention et d'inclusion. Un bilan national préliminaire montrait que des procédures simples de traduction et de signalisation pouvaient réduire les risques de complications graves chez des patients non-verbaux. Emma participait maintenant à un atelier artistique où elle exprimait ses pensées avec la peinture et les mains. Sa récupération comportait des pas incertains mais progressait. Lucas avait retrouvé une place dans une formation professionnelle, mais gardait son engagement à la Fondation, enseignant à d'autres ce qu'il avait appris. Des politiques publiques furent proposées par la municipalité, avec la signature de protocoles entre hôpitaux et associations. Les résultats chiffrés furent communiqués. Diminution de 55% des cas ignorés par des erreurs de communication dans des sites pilotes. Création de 12 postes d'interprètes hospitaliers et financement de bourses pour familles défavorisées. Des cérémoniaux symboliques apparurent, une plaque dans le hall de l'hôpital en mémoire de l'incident, la publication d'un manuel gratuit sur la traduction des signes en milieu médical et la création d'un numéro vert. Le message moral était clair et répété, voir et écouter coûte peu et sauve des vies. La conclusion concrète et pratique s'accompagnait d'un écho émotif durable. En résumé, la fille muette n'avait pas été ignorée parce qu'on manquait de technologie ou de science. Elle avait été ignorée parce que personne n'avait équipé les humains pour voir ce que personne d'autre voyait. Lucas n'était pas un héros à la télé, mais Un jeune dont l'empathie et l'apprentissage familial fit la différence entre la vie et la mort. Une fondation fut lancée, des protocoles repensés, des interprètes forment, et une petite communauté grandit autour d'une idée simple. Traduire vaut mieux que juger. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et inscrivez-vous pour suivre comment de petites actions transforment des systèmes. Voir quelqu'un n'est pas un acte spectaculaire, c'est une responsabilité quotidienne. Souvenez-vous de cela la prochaine fois que vous serez dans un couloir, que vous entendrez un bip et que quelqu'un fera un geste que vous ne comprenez pas. Vous pourrez alors choisir d'écouter et de traduire.